Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot. Tous les jeudis, H-Live TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Chers téléspectatrices, téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue en même temps. Je suis content chaque jeudi que vous êtes toujours là pour suivre, pour regarder cette émission Screenshot. Nous sommes à la 54e sortie de l'émission Screenshot, toujours dans la thématique du 8 mars. Savez-vous que 8 mars est une journée importante? Les droits des femmes, c'est un sujet qui nous concerne tous. Il est crucial de continuer à en parler. Car normalement, vous savez, c'est juste pour avancer ou pour faire avancer les causes ou bien l'égalité homme-femme. Que faudrait-il améliorer? Ou si oui, dans quel domaine? Je sais qu'il y a des défis, qu'il y a aussi des exploits, il y a des réussites. Toutes les femmes ne sont pas mécontentes. Mais la télévision H-Live, toujours dans la communauté, essaie toujours d'avancer avec vous. Donc je sais, 8 mars s'est écoulé, mais tout le monde a oublié, on attend 8 mars prochain. Mais nous avons décrété le mois de mars, le mois de la femme. Pendant tout le mois de mars, nous avons des invités, nous avons toujours des invités femmes qui vont venir sur le plateau pour parler avec vous, pour évoquer, pour débattre sur ce sujet-là qui n'est autre que 8 mars, journée importante, 8 mars, droit des femmes. Donc c'est pourquoi nous faisons appel à deux autres femmes, deux personnalités qui sont avec nous ce soir encore sur le plateau de Screenshot, c'est-à-dire H-Live TV. Donc pour vraiment évoquer ce sujet-là, le thème que nous allons en quelque sorte débattre ce soir, c'est quel comportement ou quelle attitude qui pourrait constituer un frein à l'évolution de la femme. Pour cela, nous avons avec nous Madame Christine Holzbauer-Gay, journaliste, reporter, expérimentée, et puis on peut dire aussi spécialiste de l'Afrique. Elle a sillonné toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre, depuis 20 ans. Elle a travaillé dans plusieurs journaux, par exemple Le Monde, La Croix, L'Express et autres. Madame Christine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, professeur Chéri, merci de l'invitation. Et ensuite, nous avons avec nous Kéline Morisseau. Pas célébrisation de la communauté, parce que vous savez, Kéline Morisseau, donc elle est toujours là, militante association, et je peux dire aussi qu'elle est présidente d'association, parce que j'ai bien regardé les pierres semées, mais c'est présidente d'association, mais n'oubliez pas, Greta de l'Académie de Créteil, Université Paris 13, en même temps, c'est une femme le résultat de la réflexion d'une femme issue de deux cultures, haïtienne, française, née en Haïti, élevée en France. Donc, Kéline Morisseau, bonsoir, bienvenue. Mais candidate aussi sur la liste municipale 2026. Bonsoir, Kéline. Bonsoir, monsieur Chéri. Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, chères auditrices. Ok. Donc, téléspectatrices, téléspectateurs en même temps, qui sont branchés. Donc, Madame Christine, je reviens vers vous. Et je viens de dire que vous êtes journaliste, reporter, spécialiste de l'Afrique, etc. Mais que pouvez-vous ajouter? Écoutez, pour moi, être journaliste, c'est déjà l'essentiel de ma carrière et de ma passion. J'ai fait un métier passion, j'ai beaucoup de chance. Et j'ai surtout eu beaucoup de chance, après avoir vécu aux États-Unis, en Allemagne, dans les Balkans, d'être finalement arrivée en Afrique. J'ai commencé par le Mali, où j'avais ma base, et puis ensuite le Sénégal. Et à partir de là, j'ai pu rayonner dans tout le Sahel, que je connais très bien. À l'époque où j'y étais, c'est-à-dire au début des années 2000, on pouvait encore se balader au Mali sans être enlevé et rançonné, puisque je suis blonde aux yeux bleus. Et je voulais quand même rajouter que moi, ce soir, je représente l'Afrique. Puisque je suis Madame Gay par mariage, je suis sénégalaise et je le revendique. Donc voilà, c'est moi l'africaine ce soir. Merci, ça tombe bien. Donc merci. Kéline Morisseau, je viens de dire que vous êtes déjà Greta de l'Académie de Créteil,
Université Paris 13e, mais présidente d'association, qui a oublié, qui peut oublier aussi les pierres semées, le travail que vous avez fait, en quelque sorte. Mais j'ai parlé de femmes des deux cultures, nées en Haïti, élevées en France. Que pouvez-vous ajouter? Vous faites beaucoup de choses, pas de modestie. Non. Et déjà, vous êtes candidate sur la liste municipale. Oui. Ouais. Effectivement, j'ai été appelée par M. Sori Dembélé pour faire partie de sa liste électorale pour les prochaines municipales du 12 mars et 22 mars 2026. 15-22. Voilà, okay. Sur la ville de Villiers-le-Bel. Ok, donc voilà, donc là, ce soir-là, en dehors de tout, etc., toujours dans la lignée du 8 mars. Qu'est-ce que cela vous explique, cette date-là, mesdames? 8 mars. Ça vous dit quelque chose, Madame Gay? Alors, professeur Chéri, vous avez dit tout à l'heure, et a raison, que, bon voilà, le 8 mars est passé, et maintenant, on va qu'à nos occupations en attendant le prochain 8 mars. Et je vous félicite, d'autant plus que je suis une martienne, je suis née en mars, c'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire, Madame. Donc, je vous félicite parce que justement, la question de l'amélioration des droits des femmes, ou le fait qu'elles aient davantage accès à leurs droits, ou le fait qu'on les respecte davantage, ou le fait, etc., c'est pas l'affaire d'une seule journée, même si c'est la journée internationale des droits de la femme. Il faut absolument que ce combat il soit mené tous les jours, à tous les niveaux, à tous les échelons. Mais j'apprécie tout particulièrement la thématique dont nous discutons ce soir, vous l'avez cité, puisque en fait c'est un combat qui ne peut pas se mener que par les femmes. C'est pour les femmes, mais ne peut pas être mené que par les femmes. Et je reviendrai plus en détail sur la manière dont je vois les choses tout à l'heure. Il faut absolument y associer les hommes. Et vous avez tout à fait raison de poser la question, quels sont les comportements qui doivent être améliorés chez les hommes? Quelle est la prise de conscience? Comment on leur fait prendre conscience? Et j'aurai beaucoup d'exemples de mes reportages, de mes reportages en Afrique, à vous raconter sur l'Afrique, parce que l'Afrique a peut-être des leçons à donner au reste du monde sur ce sujet. D'accord. Madame Kaline Morisseau, donc 8 mars pour vous veut dire quoi? Alors, 8 mars pour moi, je ne vais pas vous cacher que je ne dis pas que je ne me sens pas concernée, mais j'ai discuté justement dimanche dernier lorsque nous avons été manger avec mes enfants. Et la discussion, puisqu'on m'a offert une rose au restaurant, et donc on a parlé justement de cette journée du droit de la femme, et j'ai beaucoup apprécié en fait l'échange qui avait lieu entre ma plus jeune fille qui a 16 ans et ceux qui avaient 22 ans. Donc elle tenait en fait un discours qui était très pertinent à mon sens, et elle disait mais en fait ça paraît aberrant en fait de mettre une date sur quelque chose qui va de soi. À 16 ans. Elle me dit, moi je vois même pas pourquoi on fête, enfin c'est pas qu'on fête, mais pourquoi il y a une journée qui donne le droit à des femmes d'avoir des droits. Et les autres journées, etc. Normalement, la femme a des droits, point entre elles. On n'a pas à dire qu'il y a des droits, que la femme doit aller réclamer ses droits. Ce sont des droits qui sont fondamentaux et qui existent et qui... déclarer quelque chose qui n'existe pas, oui, mais quelque chose qui existe, à quoi bon? 16 ans. 16 ans. Donc, et donc, bien sûr, ma plus grande, qui a un peu plus d'expérience, qui a 22 ans, justement, rétorquait oui, mais non, t'imagines, c'est important que les femmes puissent avoir des droits. Et ma fille lui disait, mais on a des droits. C'est pas qu'on n'en avons pas des droits. C'est qu'on ne prend pas conscience de ces droits-là. Et en fait, c'est comme si on les annulait pour en fait nous faire comprendre qu'on en a. Mais naturellement parlant, les femmes ont des droits. Mais maintenant, c'est comment jouir de ces droits-là, c'est comment faire pour que, je ne sais pas, comment jouir de ces droits-là. Mais justement, la question est, pourquoi cette question, elle se pose? À la base, elle ne devrait même pas se poser. Parce qu'on ne pose pas la question à l'homme. Comment l'homme doit-il faire pour jouir de ses droits? Vous comprenez la thématique? Oui. La problématique, elle est là, en fait, pour ma part. Et je trouvais ça très pertinent d'une jeune fille de 16 ans, d'avoir déjà perçu, en fait, ce qu'elle est en tant que jeune fille, de ce qu'elle est en tant que jeune femme à devenir, et dans sa tête, c'est clair, elle a des droits. C'est pas parce que quelqu'un va venir lui dire que tu as des droits maintenant qu'elle n'en aura pas. Ouais. J'ai des droits, point barre. Maintenant, la question est de savoir comment amener cette jeune fille, cette femme en devenir, à s'asseoir et à vivre pleinement dans ces droits-là. Madame Christine?
Alors, merci Caroline, parce que c'est très pertinent ce que vous venez de dire. On n'a pas à rappeler, on dit chez nous, je crois même que c'est Aimé Césaire, que non, c'est peut-être non, Léopold Sédar Senghor, chez moi, au Sénégal, Senghor, qui disait qu'on n'a pas besoin de prouver la tigritude au tigre. Il sait qu'il est un tigre, ou au lion, le fait qu'il est un lion. Voilà. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Seulement, c'est pas comme ça que le monde est organisé. Exactement. Le monde, il est organisé avec des inégalités. Et les combats, si votre fille est capable de dire ça aujourd'hui, elle a raison, elle a des droits et elle doit en jouir. C'est parce qu'il y a eu un long combat avant. Pour les femmes, c'était d'abord le combat pour le droit des hommes, pour le droit de vote, celui des suffragettes, d'avoir un compte en banque, par exemple, très tard en France, ce qui est scandaleux. Le droit d'hériter dans d'autres pays. Enfin voilà. Donc et aujourd'hui, où on a gagné ces droits à force de combat, grâce à nos arrière-grand-mères, nos grands-mères, enfin, etc. Aujourd'hui, c'est celui de l'égalité des chances ou de l'égalité salariale. Et on en est encore très très loin. Ou le nombre de femmes dans les conseils d'administration, et ça c'est aussi vrai pour mon continent. Le journal que je représente en France, Financial Afrique, a fait sa une sur les Amazones de la finance et a passé en revue toutes les femmes africaines qui sont arrivées à des postes extrêmement élevés dans les grandes banques africaines. Bon, le progrès est incontestable. Je veux dire, on est passé de peut-être 2-3% il y a 20 ans, à aujourd'hui presque un quart, presque 25% des postes les plus élevés sont occupés par des femmes. Même si elles ne sont pas encore présidentes de toutes ces banques, de toutes ces institutions internationales. Voilà, il y a un progrès incontestable. Dans les parlements africains, ils battent parfois les parlements européens. D'ailleurs, il y a certains pays où il y a beaucoup de femmes. Donc on avance, il y a des progrès. Rwanda. Voilà, il y a des progrès, par exemple, et dans d'autres pays aussi. Mais donc on a des avancées. Mais sans combat, ces avancées n'auraient pas existé, et il n'empêche que les inégalités sont toujours là, elles sont toujours prégnantes, et qu'il y a aussi énormément de préjugés qui persistent et dans différentes sphères, mais bon, on y reviendra quand on parlera de qu'est-ce qu'il faut changer chez les hommes. Oui. Donc, moi, je me rappelle en 1857, le 8 mars 1857, un long cortège de femmes misérablement vêtues envahit les rues de New York. Je ne sais pas si vous vous rappelez, bon, pour réclamer quoi? Toujours les droits. Aussi, la journée de 10 heures pour des salaires égaux. Donc, le problème du salaire se pose depuis 8 mars 1857. Et n'oubliez pas encore, en 1977, l'ONU a décrété cette journée-là, une journée des droits des femmes. Donc, parce que bien avant, l'ONU a demandé à chaque pays de choisir un jour ou bien une date pour que les femmes puissent s'exprimer, etc. Mais après, il y avait une entente, donc l'ONU a décrété que 8 mars, c'est Journée internationale des droits de la femme. Mais à partir de 8 mars 1977, c'est à ce moment-là, est-ce que vous estimez qu'il y a des progrès? Ou bien est-ce qu'il y a des défis encore à relever? Caroline? Bien sûr, les choses, au vu de ce qui se passe dans les médias, nous sommes bien au courant qu'il y a eu des avancées, cependant cela reste insuffisant, ne serait-ce que dans les sphères de décision, les sphères gouvernementales ou autres. Donc il y a encore beaucoup à faire et nous sommes là, je pense, pour faire en sorte que ces choses se fassent. Et comme il me plaisait de dire à certaines jeunes femmes que j'accompagne, notamment une petite jeune qui a 18 ans sur la liste, je lui ai promis que je l'aiderais et je l'accompagnerais justement, et je lui disais n'attends pas qu'on vienne te chercher en tant que femme pour qu'on te mette quelque part, tu vas et tu prends. Waouh. Christine, est-ce qu'il y a des défis encore à relever en matière des droits des femmes? Énorme, bien sûr. Il y a tous les préjugés dans certaines cultures. J'en citerai aucune, mais dans certaines cultures, une femme n'a pas le droit de regarder les hommes dans les yeux. Elle doit baisser les yeux en permanence. Ça commence comme ça, au niveau personnel, si vous voulez, au niveau d'un cantonnement. Il y a bien sûr le droit des femmes à disposer de leur corps, donc tout ce qui touche aux questions de natalité. Dans certains pays, c'est très compliqué de leur permettre d'avoir des consultations, si vous voulez, chez le gynécologue. Non pas seulement pour une question de moyens, parfois aussi pour une question, si vous voulez, de pudeur, etc. Ne parlons pas de la contraception. Dans
beaucoup de régions du monde, les femmes sont quasiment interdites on ne discute pas ce sujet. Voilà. Après, il y a ce que nous, les pays riches, nous avons, si vous voulez, qui est bien sûr les revendications en matière d'égalité salariale. Aujourd'hui, force est de constater qu'à travail égal, une femme perçoit en général entre 12 et 25% de moins que son collègue homme. Voilà, c'est un fait. Les chiffres sont là, les statistiques existent, et c'est un combat permanent pour essayer, si vous voulez, de pallier ce problème. Vous en discutez dans votre dernière émission, d'ailleurs, où vous posiez la question de façon facétieuse, qu'est-ce qui se passe si je suis un chef d'entreprise et que j'engage des femmes et elles ont tout un enfant en même temps? Et bien, la réponse de vos panélistes était très bonne. Il faudrait être fou pour engager des femmes du même âge. mais tout à fait, parce que non, à chaque fois, j'essaie de me mettre à la place d'un chef d'entreprise. Donc, normalement, si vous avez une entreprise, et puis vous avez peut-être, sur 10, vous avez 8 femmes. Oui, mais cher ami, qui va payer vos retraites si vous ne faites pas d'enfants? C'est bien. Non, je ne dis pas le contraire. Moi, j'essaie de voir. L'Europe riche et l'Occident riche, qu'est-ce qui se passe? Les populations sont vieillissantes parce que justement, si vous voulez, c'est très compliqué d'avoir en Afrique, chez moi, on avait, ça c'est en train de changer, mais on avait la famille élargie pour s'occuper des enfants. Donc on pouvait aller vaquer à ses occupations, on peut travailler tranquillement. La maman est là, il y a la famille élargie. La famille élargie. Ça, aujourd'hui, la famille élargie en Europe, c'est compliqué. Voilà. Déjà, même si les grands-parents jouent leur rôle, c'est pas vrai. En fait, on peut pas dire ça non plus. C'est pas pareil. Voilà, mais c'est pas pareil, si vous voulez. Donc, c'est pas encore. Oui, et en ayant 8 femmes sur 10 dans une entreprise, et puis à la fin de l'année, tout le monde est en train de fêter, et puis voilà, 6 femmes sur 8 sont tombées enceintes. Oui, mais ça, c'est quand même l'exception, parce qu'on vous avait très bien répondu qu'un DRH jamais ne va employer dans une entreprise que des femmes qui ont entre 25 et 35, ils vont pas nacher. Je veux dire, forcément, c'est histoire que ça n'arrive pas à tout en même temps. Mais ça pourrait arriver. Mais, oui, écoute, mais c'est un cas extrême. Parce que c'est la fête, tout le monde est indépendant chez eux, et puis voilà, c'est arrivé. C'est un accident. À ce moment-là, il faut penser. Bon, bref, je ne crois pas comme on dit réellement. Si c'est arrivé, qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est pourquoi le plus souvent on essaie d'équilibrer quand même. Si on renversait la problématique, ce qu'ils ont fait dans les pays du Nord, pourquoi on parle des pays du Nord comme étant vraiment l'exemple à suivre? Parce que, eh bien, je regardais récemment une émission sur Arte qui était excellente avec les pionnières en Islande, les pionnières justement qui ont obtenu l'égalité des salaires, la parité, etc. Eh bien, il a fallu que d'abord elles fassent la grève complètement de la cuisine et voilà. Et donc ces messieurs ont été obligés de cette journée-là où toutes les femmes ont été solidaires, ont fait la grève, de cuisiner, et elle disait avec beaucoup d'humour, la grande pionnière, que ça sentait le roussi dans toutes les rues de Reykjavik parce que ces messieurs ne savaient pas faire la cuisine, ils ont été très étonnés, ils ont fini par céder. Peut-être qu'il faut ce genre de rapport de force à un moment donné, je ne sais pas. Karine, est-ce que, à votre avis, il y a des droits des femmes qui sont bafoués encore dans le monde? À votre avis? Mais bien sûr qu'il y a beaucoup de droits qui sont encore bafoués, comme Madame Christine l'a souligné. Dans certaines zones encore du monde, il y a des femmes qui n'ont pas le droit à l'éducation peut-être. À l'éducation, n'ont pas le droit, ils n'ont pas le même statut de l'éducation. Par exemple, dans certains pays, certains métiers ne peuvent pas être exercés par les femmes justement par rapport à sa statut de femme, parce que, exemple, le métier de médecin et la pression familiale qui peut peser effectivement sur la pression familiale, par exemple les femmes médecins. En Afrique, avec cette pression familiale, il est très difficile pour des femmes d'accéder à des postes de médecins. Parce que l'âge arrivé, 22, 23, voire même plus jeune, les familles font pression de telle sorte que c'est l'âge pour faire des enfants. Et on sait que ce métier de médecin demande énormément de temps, énormément de disponibilité. Et une femme ayant des enfants, en fait, elles font le choix à un certain moment de faire carrière et de mettre de côté leur vie de femme, en fait. Donc il y a cela, il y a aussi, comme elle a souligné, le droit au salaire, et je pense que la mutilation... c'est un autre problème encore. Voilà. On va revenir. Mais Christine, je vais continuer avec vous pour savoir réellement, est-ce que, d'après vous,
le progrès en matière de droits des femmes, c'est quel pays qui est en avance? Ou bien qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'en France ou bien Norvège ou Suède, ou d'après vous, le progrès, quel pays qui fait plus de progrès en matière de droits des femmes? Vous avez une idée? Je crois que c'est ONU Femmes qui publie chaque année un bilan, justement, sur l'État. Bon, on ne peut pas raisonner par pays, il faut raisonner par zone géographique. D'accord. Et après, il faut zoomer un petit peu, il faut aller regarder un peu en détail. Bien évidemment, les pays scandinaves sont ceux où la parité est la mieux respectée. Que ce soit dans les instances politiques, vous avez d'ailleurs des femmes premiers ministres dans ces pays, dans les instances politiques, au Parlement, dans l'égalité de salaire, la possibilité pour un papa, parce que ça c'était très difficile pour les hommes de revendiquer le congé paternel. Et bien dans les pays scandinaves, les femmes ont le droit de prendre autant, enfin les hommes ont le droit de prendre autant de mois de congé parental que leur épouse, que leur conjointe. C'est celui qui gagne le plus qui va reprendre le travail le premier, par exemple. Vous voyez, ça, ce sont vraiment des avancées sociales. Et c'est aussi la réponse à votre histoire, là, d'avoir plein de femmes qui... c'est peut-être à la société à s'organiser. Oui. Si la société ne veut pas que les femmes arrêtent de faire des enfants et qu'il n'y ait plus personne pour payer les retraites, avec tous les soucis que l'émigration, si vous voulez, provoque, de montée des extrêmes droites, peut-être qu'il faut que les sociétés s'organisent pour que les femmes puissent faire des enfants. Voilà. Alors, oui, certainement au palmarès, c'est les sociétés scandinaves. Les sociétés riches sont peut-être mieux loties que les pays où le développement économique est plus à la traîne, mais pas que. C'est pas vrai. On peut pas faire des généralités. Certes, l'Inde a banni les castes, mais c'est encore un pays où les castes existent, donc il y a des discriminations très fortes et encore plus contre les femmes, bien évidemment, puisque une femme castée ne peut absolument pas se permettre d'épouser qui que ce soit. On leur jette encore de l'acide à la figure. Voilà des exemples où le sort des femmes est terrible, mais en même temps vous avez eu une femme Premier ministre en Inde, Indira Gandhi. Je veux dire, vous voyez, c'est difficile de faire des généralités, il faut nuancer. Mais qui a été assassinée en même temps. Oui, parce que ça c'est pas parce qu'elle était une femme, c'est parce que c'est sa famille. C'est des rivalités politiques. C'est des rivalités politiques, oui. Un des pays que moi j'ai regardé qui avait énormément réussi dans cette avancée, c'est le Rwanda, parce que le Rwanda a quand même un record de présence féminine au niveau du Parlement qui est assez fort. Ah ouais. Très important. 42% de femmes au Parlement rwandais. Ouais. Et c'est le premier pays en Afrique. C'est le premier pays. Donc c'est une avancée extraordinaire pour un pays dont on connaît le passé. Oui, après le génocide, tout ça, etc. Voilà. Donc 800 000 morts. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas que le Rwanda. Si je permets, je vous interromps, mais en Afrique, quand on regarde en fait un petit peu en détail, il y a beaucoup d'avances sur le plan politique et les femmes prennent de plus en plus, si vous voulez, pèsent d'un poids de plus en plus important. Moi, j'étais un peu surprise, ayant vécu au Sénégal, ayant couvert en tant que journaliste, quand lorsque le président Wade a pris le pouvoir, il y a eu Sopi en 2000, il a vraiment tapé du poing sur la table pour qu'il y ait davantage de femmes au Parlement sénégalais. Alors, au départ, c'était un peu choquant parce que c'était des femmes qui ne savaient pas lire et écrire. Donc, on pouvait se demander comment elles allaient écrire et promulguer des lois si elles n'étaient pas capables de lire ce qu'elles étaient. Mais c'est pas comme ça que ça marche en Afrique. Elles avaient des petites nièces qui avaient fait des grandes études, qui lisaient pour elles, et elles étaient là parce qu'elles représentaient la voix du peuple. Vous voyez, on s'arrange toujours. Voilà. Mais il y a eu une avancée considérable, un nombre de femmes considérable qui est rentré au Parlement sénégalais, par exemple. D'accord. C'est pourquoi vous avez dit qu'il faut voir ça par région, au lieu de voir ça par pays. Parce qu'on parle en Afrique, voilà. Après, vous parlez des pays scandinaves, mais en Europe. Oui, mais... Donc, si j'ai bien vu, si je bien comprends, donc normalement, il y a des efforts qui sont en train de faire du côté de l'Afrique, mais l'Europe toujours en avance, si je comprends bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Caroline. Moi, je crois que c'est délicat, c'est un terrain glissant si on compare de cette façon-là. Il y a des critères. Des critères qui sont promulgués par les Nations Unies en termes d'égalité de salaire, d'égalité de chance par rapport aux études, l'accès au métier ou l'interdiction, voilà, la possibilité, si vous voulez, de circuler librement, de disposer de son corps, voilà. Et ces critères, ils permettent une comparaison. Il y a un classement mondial. Oui, dans ce classement mondial, tel que selon les critères décidés par les Nations Unies, les pays scandinaves incontestablement arrivent en tête et le reste suit. Donc, allez voir le classement. Vous aurez la réponse à votre question. Par rapport à ça, mais il y a une question qui me vient à l'idée. Maintenant, est-ce que il y a une femme
vous connaissez une femme, vous pouvez citer son nom qui se bat pour les droits des femmes actuellement. Est-ce que vous avez une idée en tête, une femme qui devient, je ne sais pas, une héroïne à travers le monde? Quelle femme que vous voyez, vous-même, qui est en train de se battre pour les droits des femmes? Ça ne vient pas à l'idée. Vous n'avez pas une idée même? Je pense qu'il y en a certaines, hein, que ce soit en Irak, je ne retiens pas forcément les noms, mais il y en a beaucoup en Irak qui se lèvent pour militer contre les violences sexuelles en temps de guerre. Et il y en a aussi, il y en a certainement aussi en France. Hein, donc je pense que dans chaque pays, je n'ai pas de nom, mais il y a encore des femmes fortes qui se lèvent pour militer afin que les femmes puissent bénéficier de leurs droits. Souvenez-vous, 2019, la révolution au Soudan, après des années de guerre, même si aujourd'hui on est retombé. Qui a été l'héroïne de cette révolution? Une figure féminine. Alors, c'était pas forcément pour les droits des femmes, c'était aussi pour, si vous voulez, que la guerre cesse dans son pays. Voilà. Pour les droits en général. Voilà, parce que derrière, devant les droits des femmes, il y a d'abord les droits de l'homme. Malheureusement, la terminologie fait qu'on dit le droit de l'homme, et c'est le droit des êtres humains. Oui, c'est des êtres humains. C'est le droit des êtres humains. Et lutter contre la répression dans son pays, c'est aussi lutter d'une certaine façon pour le droit des femmes. Même si c'est un peu plus compliqué, parce qu'après on rentre dans les questions d'héritage, dans certaines religions, puisque dans la religion musulmane, la fille n'hérite pas autant que son frère. Enfin voilà. Après, il y a mais beaucoup de figures d'héroïnes aujourd'hui, que ce soit au Soudan, que ce soit en Iran. C'est les femmes qui ont levé le voile et qui se sont fait massacrer au début. Après, tout le monde s'est fait massacrer. Là, en janvier, il y a eu 40 000 morts de gens qui se soulevaient. Mais les femmes ont commencé par enlever le voile. Donc, ce sont des héroïnes qui se battent pour les droits des femmes. Voilà. Mesdames, Messieurs, donc vous êtes sur la télévision H-Live TV. Nous allons prendre la première pause à l'émission Screenshot, 54e sortie. Ne bougez pas, on revient tout de suite. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot. Tous les jeudis, H-Live TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Voilà, mesdames, messieurs, merci. Nous sommes de retour pour la suite de l'émission Screenshot, 54e sortie. Vous êtes sur la télévision H-Live, l'unique chaîne de la communauté haïtienne en France, en Europe même. Donc, avec nous aujourd'hui, nous avons deux personnalités, deux grandes femmes, et puis c'est-à-dire Christine Gay Holzbauer, et puis journaliste, reporter, spécialiste de l'Afrique, et puis ensuite Kéline Morisseau, présidente d'association, candidat sur la liste municipale, et c'est-à-dire que mars 2026, 15 et 22 mars, elle est là, regardez bien, elle est là. N'oubliez pas, à Villers-le-Bel, vous qui habitez dans cette commune-là, n'oubliez pas, Kéline Morisseau est sur la liste. Donc, pour faire le choix, pendant que vous allez faire le choix. Mais le thème que nous sommes en train de traiter ce soir-là, c'est quel comportement ou quelle attitude masculine qui pourrait constituer un frein à l'évolution de la femme. Christine. Alors, moi, sur cette thématique que je trouve passionnante, vous avez tout à fait raison de le poser en ces termes. Il ne peut pas y avoir d'avancée sur les droits des femmes si les hommes ne sont pas associés. J'ai eu l'occasion vraiment, à chacun de mes reportages, de m'en rendre compte lorsque je sillonnais l'Afrique. C'est extrêmement important que les hommes soient associés. Alors, parfois, il y a des pesanteurs culturelles. Et pour essayer de mieux rentrer dans cette problématique, je vais faire 3 niveaux d'analyse. Et si vous voulez, on discutera, je ne vais pas monopoliser la parole, on discutera par niveau d'analyse. Il y a d'abord, bien évidemment, tout ce qui a trait aux relations interpersonnelles. Et ça, c'est tous les problèmes des violences conjugales, qui existent dans toutes les cultures d'ailleurs. Juste un petit rappel, la France est en Europe le pays où il y a le plus de féminicides. Ce sont des chiffres qui sont avérés, vous pouvez aller vérifier. Voilà, ça c'est la sphère des relations interpersonnelles. Ensuite, vous avez la sphère des relations communautaires, c'est-à-dire les groupes
humains, les ethnies, etc. Et c'est là où ça pose parfois des problèmes sur mon continent, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été héritées de la coutume, la tradition, appelez ça comme vous voulez. Et ensuite, il y a le niveau des États, la législation. Comment on légifère sur les droits des femmes et comment on les fait respecter. Je crois que c'est très important pour analyser, si vous voulez, les changements ou les comportements des hommes par rapport à la problématique de l'avancée des droits des femmes, de vraiment distinguer ces trois cercles. Kaline, que vous ajouter? Que puis-je ajouter, puisqu'elle a fait un... Tout à fait. Oui, Non, mais discutons ça. Oui, voilà. Discutons de cela, effectivement. Voilà. Donc, dans ces trois niveaux-là, donc je ne peux rien ajouter d'autre parce que je pense que au niveau, le premier point que vous avez évoqué, c'est le point de interpersonnel et notamment, pour moi, je soulèverais les, comme je disais juste avant, ces micro-comportements. On va dire agressifs, qui ne paraissent pas comme des attaques, mais sont malgré tout des attaques et rabaissent en quelque sorte la femme, tel que le paternalisme. Parfois, ça peut ne pas être réfléchi ou pensé dans ces termes-là. Ce n'est pas fait de manière, on va dire, pour dire que la femme est inférieure aux autres, mais ce petit genre de ces comportements-là qui, par exemple, peuvent amener en fait des présomptions d'infériorité de la femme. Ce désir de surprotection de la femme. On peut aller encore dans d'autres... où est-ce que je pourrais trouver encore comme micro-comportement vous pensez pas que, même si vous parlez de ça, mais dans l'interpersonnalité, quand deux personnes vivent ensemble, qu'ils aient une femme et un homme, alors qu'à l'intérieur, il y a toujours des... Comment dire? Vous parlez de comportements agressifs, mais ça peut venir aussi. C'est des part et d'autres. Moi, je crois que tout commence avec l'éducation. Et donc, pour faire avancer, si vous voulez, qu'est-ce qui doit être changé dans le comportement des hommes? Ça commence à l'école. J'ai été au Togo, j'ai pu faire une étude, c'était pas du journalisme, c'était de la sociologie appliquée, si vous voulez, de terrain, mais comme j'étais journaliste, ils m'ont choisi moi pour faire cette étude sur le comportement des petits garçons et des petites filles à l'école maternelle. Donc vraiment des enfants entre 5 et 8 ans. C'était ça le cœur de cible. Et j'ai eu donc à analyser les résultats qui avaient été faits donc, sur le terrain. Et c'est absolument incroyable parce que tous les préjugés, tous les comportements, et c'est vrai en Afrique, c'était vrai au Togo, comme c'est vrai si vous faites la même analyse dans une école communale en France, il y a ces rôles, ce genre. Donc ça commence là, si vous voulez, la dénégation ou la dégradation de l'image de la femme, de la petite fille, ça commence déjà dès le départ. Et pour revenir aux pays scandinaves dont on parlait en première partie, ils ont imposé dans les écoles des cours d'empathie. Je trouve ça extraordinaire. Okay. La France en est saisie d'ailleurs. Aujourd'hui, dans nos écoles communales, nous faisons en sorte que le petit garçon devient la petite fille le petit garçon, pour mieux comprendre le rôle de l'autre. Et si on veut faire avancer, si vous voulez, des comportements, osons le mot, Caroline, machistes, qu'on trouve chez certains hommes, peut-être que d'abord, il faut peut-être se demander comment leur mère les a élevés, parce que comment elles-mêmes ont été élevées, quelle image elle a eue dans son enfance, quelle image d'elle-même, et qu'est-ce qu'elle a passé à ses fils, est-ce qu'elle les a adulés, est-ce que les filles faisaient la vaisselle et pas les garçons. Voilà, c'est comme ça que ça commence. Je rejoins parfaitement Christine, je reviens parfaitement. Je pense que tout commence par l'éducation. Vous avez dit que ça commence à l'école, mais je soutiendrai, comme vous l'avez dit, ça commence déjà à la maison. Et pour cela, il me semble que déjà, il faut que la femme sache qui elle est. Et ce qu'elle représente dans la société et ce qu'elle va en fait inculquer. Dans certaines sociétés, par exemple les sociétés dites maghrébines, je ne sais pas si je peux le dire, les petits garçons sont traités différemment que les petites filles, ou dans d'autres types de sociétés africaines aussi. Donc, il me semble que le respect, apprendre aux petits garçons ce qu'est une femme, ce qu'est une petite fille, ce qu'est une femme, l'amènera plus prendre conscience du rôle de la femme dans la société et de lui accorder naturellement sa place.
En tout cas, c'est ce que moi je pense. Donc l'éducation est un point très très important. Aujourd'hui, j'ai eu à discuter avec certains de mes élèves justement par rapport à... c'est un peu tabou chez les gens du voyage. Ce rapport au corps, ce rapport à comment dire, à la femme même mère qui met au monde, c'est tabou. On ne peut pas dire que la femme accouche, il faut dire d'autres termes. Et discuter, faire comprendre à ces garçons... que leurs sœurs, leurs mères, leurs cousines sont des entités à part entière et sont des êtres à part entière et qu'elles méritent respect. Mais là, quand on est en train on est en train de parler d'une cause, réellement, on voit que le problème, c'est à la base. Soit c'est à la maison qu'on doit commencer par traiter ça tout petite, ou à l'école, et en même temps à l'école. Les deux À la fois. Les deux, il me semble que ce soit les deux. Et l'inégalité vient du fait que l'instruction n'a pas été faite quelque part. Ou parce qu'il y a une hégémonie qui a été installée de par la gente masculine. Donc, pour moi, c'est une problématique. C'est une très grosse problématique de savoir où a été le nœud de cette inégalité. Est-ce que c'est l'éducation ? Et si c'est l'éducation, pourquoi ça n'a pas été fait En fait, d'où vient cette inégalité ? Alors, il me semble, pour revenir à mon continent, il me semble que... il y a eu énormément, pas qu'en Afrique d'ailleurs, vous trouvez ça aussi dans des sociétés dites traditionnelles ou originelles, disons, où il y avait... alors, pas matriarcal, il faut s'insurger contre le terme matriarcal, parce que matriarcal, c'est remplacer le patriarcat par le matriarcat. Ouais. C'est-à-dire c'est le alors, pouvoir. on ne veut pas matriarcat. Voilà, alors que on ne veut pas le pouvoir aux hommes, et si on donne la même chose aux femmes, à quoi ça sert ? C'est pas ça. Mais ce qui est très intéressant lorsque on analyse ce que nous disent les ethnologues, enfin, etc., c'est qu'il y a eu, et beaucoup sur le continent, mais aussi en Océanie, aussi en Amérique latine, des sociétés que l'on appelle matrilinéaires. Matrilinéaires, il y en a en Chine, etc., ça veut dire que, en fait, c'est la grand-mère qui passe les biens à sa fille, qui les passe à sa fille. Voilà, ça se fait. Et parfois même en Chine, ce sont les hommes qui viennent habiter chez l'épousé, chez la fille, chez la femme qui l'épouse, et non pas la femme qui part dans la famille de l'homme. Ah ouais, c'est l'inverse. Voilà, donc c'est ça. Ce sont des familles matrilinéaires, des sociétés matrilinéaires où les biens passent par les femmes. On a ça dans quelques pays aussi par rapport à la royauté, ça passe par les femmes, enfin, etc. Voilà, ça c'est des sociétés, c'est avéré aussi, il y a des statistiques, c'est des sociétés où bien évidemment la condition de la femme est bien meilleure. Parce que la considération qu'on a pour la femme est différente. Mais il y a à la fois, si vous voulez, des rapports interpersonnels, puisque le mari, allant chez sa belle-mère, en gros, si vous voulez, il va se tenir à carreau. Il ne va pas se permettre d'avoir des actes de violence. Il sera sinon éjecté très très rapidement. Tout rapidement. Voilà, il y a des garde-fous. Vous voyez, il ne va pas pouvoir se permettre de lever la main sur sa femme aussi facilement que si c'est la femme qui va habiter dans la famille de son mari. Forcément, c'est du bon sens. Donc voilà. La femme arrive dans la jungle, là, hein. Quand la femme quitte chez eux, qu'elle va maintenant chez la famille de l'homme. Donc c'est difficile quand même à vivre. Donc, mais est-ce que le problème aussi, parce qu'on parle de qui pourrait constituer un frein à l'évolution de la femme, est-ce que entre les femmes, il n'y a pas un souci aussi? Est-ce que ça va mutuellement? Est-ce que les femmes soutiennent les femmes? Je pose la question comme ça. Professeur Chéri, vous êtes sur une pente glissante. Non, mais... Je laisse répondre Karine. Non, mais on essaie de voir, parce qu'on parle de l'homme, certes, mais après, on va venir quand même. Mais comme là, on essaie de voir tout ce qui pourrait constituer un frein à l'évolution de la femme. Mais dans certaines communautés, dans certains... Je ne sais pas, vous voyez, le plus souvent, une femme est un obstacle pour une autre femme. En fait, on parle d'inégalité, là. On ne parle pas forcément de comment dire, de rivalité. Et donc, en mon sens, là, il faut recentrer le débat sur l'inégalité qui fait que la femme n'est pas est à ce niveau. Et les rivalités entre femmes peuvent permettre... Ça existe, effectivement. Maintenant, est-ce que ce sont ces rivalités-là qui ont créé ces inégalités qui fait que les femmes doivent se battre pour les avoir? Je pense qu'il faut recentrer un peu le débat sur l'origine de l'inégalité. Si vous permettez, professeur Chéri, prenons l'exemple des familles polygamiques.
A priori, si vous voulez, plusieurs épouses, il devrait y avoir une rivalité entre elles. Traditionnellement, ce n'était pas le cas. Ces coépouses s'aidaient. Elles s'aidaient par rapport aux travaux des champs, elles s'aidaient par rapport à la garde des enfants. En fait, l'enfant a été élevé par la famille. Parce qu'en Afrique, on dit qu'un enfant est élevé par un village, par exemple. Tout le monde s'en mêle. Alors, c'est évident que dans nos sociétés modernes, c'est pas comme ça que ça marche. Et que très souvent, enfin, chaque femme est censée avoir sa maison, enfin bon, etc. Il n'y a pas forcément, si vous voulez, c'est un mythe. Je crois que c'est un mythe qui est inventé par les hommes, si vous me permettez, pour justement... Il ne faut pas appeler, s'il vous plaît. Je n'ai pas besoin de vous appeler pour participer à l'émission. Là, non. C'est diviser pour mieux régner. Il y a des familles où il y a des rivalités entre les frères, entre les sœurs, il y a des familles où il y a des... Voilà, je veux dire, c'est multiple, on ne peut pas faire de généralité. En revanche, ce qu'on peut changer, c'est dans le comportement d'un groupe. Alors, puisque là, vous me faites passer dans mon deuxième cercle, celui de comment se comporte le groupe par rapport aux hommes et aux femmes qui le constituent. Si on prend le cas des mutilations génitales féminines, ce qu'on appelle l'excision, les groupes qui le pratiquent, les hommes sont exclus. Enfin, en tout cas, sur mon continent, en Afrique, les groupes ethniques qui pratiquent l'excision des filles, c'est très souvent l'affaire des femmes. Les hommes ne s'en mêlent pas. Et quand on conscientise les hommes sur cette question, ça a été fait au Kenya, par exemple, où on a fait, en pâte à modeler, si vous voulez, on a symbolisé le vagin d'une femme. Et on leur a montré qu'est-ce que ça fait, en leur faisant toucher la pâte à modeler, qu'est-ce que c'est quand on coupe le clitoris. Désolé d'être aussi graphique, mais il faut expliquer. La réaction des hommes... bien la réaction des hommes parle est de ce thème-là, et peut-être un troisième... D'accord, mais juste pour là. Okay. Mais tout ça pour dire que ça, c'est pas l'affaire des hommes. Il n'y a pas à changer le comportement des hommes. C'est le comportement des femmes qu'il faut changer. Et c'est pas par rivalité qu'elles le font. Les tantes, les grand-mères qui amènent les petites filles se faire exciser, elles le font pas pour faire mal à la petite fille ou parce qu'elles sont jalouses de leur nièce. Elles le font parce qu'elles pensent, dans le groupe, on pense que on va les purifier et que donc elles seront plus faciles à marier. C'est la raison pour laquelle ça se passe. D'accord, mais maintenant, si, comme Kéline m'a demandé de recentrer le débat, parce que c'est rivalité, c'est pas l'origine, etc., pas de problème, mais quels sont les principaux obstacles qui empêchent, parce que le problème, peut-être, on a bien dit au départ, peut-être c'est l'éducation. Donc, quels sont les principaux obstacles qui empêchent les femmes d'accéder à l'éducation, d'après vous-même? Peut-être dans certaines régions, je ne sais pas quoi. C'est à travers le monde, il y en a ça. Il y a certains pays, dans certains pays, les femmes n'ont pas d'accès à l'éducation. Mais quel obstacle? Comment expliquer ça? Alors, moi, je vous laisserai parler après. J'ai juste une réponse à vous donner. Quand il y a mixité dans les écoles, c'est pas toujours le cas, mais il y a souvent mixité. Dès qu'il s'agit de faire partir la jeune fille pubère, là la question, si vous voulez, loin de chez elle pour aller à l'école, s'il n'y a pas de latrine séparée, il est hors de question que les pères laissent partir les filles. Voilà, latrine. Okay. La seule raison pour laquelle on ne les laisse pas accéder à l'éducation supérieure, c'est parce qu'il y a la crainte, si vous voulez, qu'elles reviennent avec un enfant hors mariage. Ça, c'est important aussi, parce que quand il y a mixité, voilà, il faut qu'il y ait latrine séparée. Toilette séparée, c'est homme-femme, ou bien garçon-fille, en principe. Mais Kéline, donc, qu'est-ce que vous voulez ajouter vous-même? Alors là, je n'ai pas forcément d'idée sur ça par rapport à ce qui est... Ne serait-ce pas une crainte? Moi, je vais moins dans les analyses peut-être normées ou INSEE et autres. Je ferai par peut-être des observations terrain ou autres. Ne serait-ce pas une crainte de l'homme vis-à-vis de la jeune féminine d'un retour peut-être de la supériorité féminine sur l'homme? Parce que... ne pas donner l'accès aux femmes, et nous savons que les femmes ont des capacités intellectuelles et pas mal de compétences, ne serait-ce pas une crainte cachée, inconsciente, que les femmes prennent la place ou prennent le pouvoir? Ah, ne dites pas ça. Je ne sais pas, c'est une question que je pose. Je pose tout simplement, puisque logiquement parlant, nous sommes des êtres censés être égaux, donc, sauf que nous sommes de sexe opposés. Pourquoi l'éducation, on sait que l'éducation ouvre l'esprit, ouvre un esprit critique, et donc lorsqu'on a un esprit critique, on
On s'exprime, on donne son point de vue, on n'est plus dominé en fait. Ne serait-ce pas aussi un moyen d'assujettir la femme et de faire un être inférieur et dominer, parce que l'instruction ouvre en fait l'esprit. Donc je n'ai pas relu des analyses, mais par observation, il me semble qu'il y a une crainte sous-jacente de la junte masculine, parce qu'il n'y a pas plusieurs genres humains. Il y a l'homme et la femme. Donc si on ne permet pas l'accès à l'éducation à la femme, c'est bien pour une raison. Et cette raison, je crois, moi, en mon sens, cette raison, c'est la crainte de l'homme de voir la femme prendre sa place et peut-être lui être supérieure. Mais est-ce qu'il n'y a pas une mentalité, c'est pas une mentalité dans certaines régions, empêcher ou bien les filles ou les femmes d'accéder à l'éducation, c'est pas une mentalité chez certains hommes ou je ne sais pas quoi. C'est ce qu'on a. Moi, j'aimerais bien comprendre ça. Parce que l'école est là, l'éducation elle est là. Si tout le monde va à l'école, pourquoi on empêche? L'éducation ouvre l'esprit. Ouais. Amène à la réflexion. C'est ça le véritable problème. C'est ça que nous, à la télévision H-Live, dans l'émission Screenshot, on est obligé de toucher du doigt ce problème. Parce que normalement, ce n'est pas que 8 mars, et puis c'est bon, et puis voilà, tout le monde s'en passe. Non, il faut continuer à poser ce problème-là, à parler de ce problème-là pendant toute la durée. C'est le principal combat, je pense, que c'est celui de l'éducation des filles dans le monde entier. Alors, on a la chance, si vous voulez, dans les pays européens, en Occident, dans les pays riches, disons ça comme ça, que l'école est obligatoire. Ce n'est pas le cas partout dans le monde. Et véritablement, je suis tout à fait d'accord avec vous, Caroline, ça commence par là. Justement, si les femmes veulent s'assumer, il faut qu'elles soient éduquées. Si elles ne sont pas éduquées, elles vont continuer à subir. Elles ne vont pas, revendiquer la tigritude de leurs droits, d'une certaine façon. Bien sûr. Et c'est un combat au niveau de la communauté internationale qui est mené de façon correcte, mais peut-être pas avec assez de moyens, et peut-être pas avec assez de dialogue, justement, pour faire en sorte que les pères... souvent les mères n'ont pas voix au chapitre parce que justement elles ne sont pas éduquées, mais de plus en plus ça évolue, ça change, mais que les pères acceptent que leurs filles soient éduquées, bien sûr. Maintenant, j'aimerais vous poser cette question. Comment pouvez-vous encourager les hommes à soutenir les droits des femmes? Qu'est-ce qu'on doit faire? À quel niveau? Interpersonnel, au niveau du groupe ou au niveau de l'État? Au niveau de l'État, on les oblige à voter des lois. Oui. Et après, il faut les respecter, les lois. C'est-à-dire qu'il faut des forces de police pour aller les faire respecter, le cas échéant. Donc, à quel niveau? Alors, les maris... Déjà interpersonnel. Alors là, moi, j'ai une réponse africaine. Ouais. L'école des maris. Et en plus, oui, ça existe. On a inventé le concept de l'école des maris. C'est dans le cadre de l'UNFPA. L'UNFPA, c'est l'organisme qui s'occupe justement de la question des naissances, de tout ce qui touche aux droits de la famille, etc. A inventé dans un cadre africain quelque chose de plus informel. Quand vous avez des problèmes de couple, en Occident, souvent vous avez recours à de la médiation, voire vous prenez un avocat et vous entamez une procédure de divorce. En Afrique, c'est pas comme ça qu'on fait. Là, d'abord, la famille s'en mêle un peu plus, on dialogue. L'école des maris, c'est quoi? On dialogue. Alors, l'école des maris, c'est comme un grain au Mali, c'est-à-dire un grain, c'est voilà, une causerie comme on fait. On fait en sorte que, si vous voulez, des hommes se retrouvent et parlent d'égaux à égaux, dans un cadre informel, et parlent de leurs bonnes expériences comme de leurs mauvaises expériences. Et on met ça en commun de façon à faire évoluer, si vous voulez, les comportements. Alors, il y a une dispute familiale, j'ai levé la main sur ma femme, il y en a un autre qui va dire « Oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Moi, j'ai invité ma femme au restaurant et on a discuté de la question. Ça s'est beaucoup mieux passé. » Vous voyez, ça s'appelle l'école des maris. Ça, c'est au niveau interpersonnel, voire au niveau du groupe. Au niveau des États, l'Union africaine, par exemple, a créé 3 grandes instances des sommets de masculinité positive, où on a discuté. Donc le premier sommet s'est passé en RDC, le deuxième sommet c'était en 22 au Sénégal, et il y en a eu un autre en Angola. Voilà, donc c'est des exemples, si vous voulez, où on réfléchit sur comment on fait pour faire en sorte que les hommes permettent, si vous voulez, favorisent l'accès des femmes à leurs droits et la pleine jouissance de leurs droits.
Peut-être en les invitant à remettre en question les stéréotypes et les privilèges masculins. Racontez-nous. Bah écoutez, il y a tellement de stéréotypes et de privilèges qui ont été acquis durant les siècles, donc y réfléchir. Le privilège, notamment les privilèges droit à l'éducation, à l'instruction. Donc remettre en question et les amener en fait à réfléchir sur cela et à remettre en question ce privilège de l'instruction masculine. Ça, c'est important. Mais au niveau étatique, il y a des lois qui sont votées, mais qui ne sont jamais mises en application. Mais comment faire ? C'est là le bas blesse. Alors déjà, il faut les voter, ces lois. Et c'est pas évident partout, y compris dans les pays riches. Surtout, ce sont des hommes qui vont voter les lois encore. Ils sont majoritaires au Parlement. Souvenez-vous le débat sur la loi sur l'avortement. Ça a été des débats, je veux dire, ça remonte. Simone Veil, elle l'a fait passer en 75. Oui. On ne sait pas si loin que ça. Ça a été un combat forcené, forcené pour arriver à avoir. Et regardez les allers-retours aux États-Unis. Il y a des anti-avortements qui sont prêts à tout, à mettre le feu dans les cabinets des médecins qui les pratiquent, enfin, etc. Vous voyez, c'est en dents de scie. C'est jamais gagné complètement, c'est jamais acquis complètement. Mais est-ce que, là aussi, est-ce que les femmes n'ont... C'est mieux que les femmes fassent plus de politique aussi. Il faut qu'il y ait plus de femmes. Dans les sphères décisionnelles. Pour rentrer dans la politique, pour faire de la politique, arriver, c'est-à-dire occuper des postes même à l'intérieur du Parlement pour inverser le rôle. Parce que autant de fois qu'il y a plus d'hommes, donc c'est moins que la loi en faveur des femmes vont voter. Maintenant, faut-il encore qu'on donne accès à ces femmes, à ces postes-là ? Donc en fait, c'est comme si c'était... C'est le peuple qui va voter. Il faut juste, comment dire... faire en sorte pour que le peuple, pour attirer la population vers vous par rapport au programme, etc. Donc c'est ça, parce que là, vous avez votre chance là. Là, c'est pas l'État qui va vous, en quelque sorte, vous élire, mais c'est vous, en quelque sorte, qui, et s'il y a une élection comme municipale qui est là, vous êtes candidat, donc maintenant c'est arriver à séduire toute une population à voter pour vous. Ah puis, peut-être pour législative arriver à venir. Donc à ce moment-là, voilà, qu'il y aura beaucoup plus de femmes pour arriver à entrer au Parlement, pour changer l'ordre des choses. Je pense qu'il reste encore beaucoup à faire aussi dans la mentalité des personnes. Avoir des femmes dans des hauts postes. Il ne suffit pas simplement de se présenter en tant que candidat pour dire et de dire qu'on va convaincre les personnes à voter pour nous, tout en sachant que dans le inconscient collectif, il y a encore des stéréotypes, il y a encore des stigmates qui défavorisent la femme à des hauts postes. Donc oui, effectivement, il faut que les femmes puissent s'investir de plus en plus, comme moi, comme d'autres, il y a beaucoup d'autres femmes. Par contre, faut qu'elles aient aussi accès à l'éducation, parce que ce sont des postes à responsabilité. Et donc, pour cela, il faut des compétences, il faut des aptitudes, il faut plein de choses. Et ça revient encore à dire, il y a encore des freins. Par exemple, au niveau de l'éducation, au niveau de l'instruction, au niveau de le droit à l'accès à l'école. Donc, en fait, on tourne en fait un petit peu en boucle. Et... Oui, Christine. L'engagement en politique, on parlait du soutien des hommes. L'engagement en politique pour une femme, je pense que vous devez le vivre aussi dans votre couple, ça veut dire des réunions tard, ça veut dire moins de temps pour s'occuper des enfants. S'ils sont en bas âge, c'est compliqué. Ne peut pas se faire sans un mari coopératif. C'est impossible. Toutes les femmes qui ont été très loin en politique vous ont dit que c'est grâce à leur mari aussi qu'elles ont pu faire ça, parce qu'il aidait. Il aidait, il était là, il prenait en charge les enfants, voire même il faisait les repas si c'était nécessaire, parce qu'elles étaient en meeting, elles étaient en train de distribuer des tracts, et elles ne pouvaient pas, si vous voulez, s'occuper des tâches de la maison, des tâches domestiques. domestiques. La question que vous posiez justement, qu'est-ce que les hommes peuvent faire justement pour permettre. Et donc ce sont aussi ces privilèges d'hommes-là que par rapport à ce qu'elle dit, que ces hommes prennent aussi leurs responsabilités auprès de la femme et donc de permettre à la femme de s'équilibrer dans ses tâches et de pouvoir ensuite aller... aux réunions, pourquoi pas ne pas rester à changer les couches, à faire le repas pendant que toi tu es... et ça encore, comme j'avais dit, ce sont des stéréotypes qui restent encore ancrés et ça, c'est pas évident.
Et donc là, il y a une vraie école des maris. Oui. Ceux qui ont aidé leurs femmes et qui ont poussé leurs femmes en Oui. politique et qui sont fiers Oui. qu'elles soient mères, qu'elles soient députées, eh ben, ils devraient donner des leçons aux autres. Hein, Exact. professeur Chéri? Vous savez que je suis en quelque sorte réjoui un petit peu parce que Madame Huguette Masson n'est pas sur le plateau, parce que je sais comment elle allait aborder ce truc-là. Je suis content Huguette n'est pas là parce que c'est elle là, elle allait enflammer le truc-là. Bon, monsieur, malgré Huguette n'est pas là, mais je crois que vous êtes quand même piqué par ces deux femmes-là qui... Monsieur, il faut changer un peu dans votre comportement. Laissez la femme partir, laissez la femme, ou bien aider la femme quand même Aider à faire aider à la quelque maison. chose. Parce Aider. qu'une femme politique, c'est une femme qui est toujours en réunion, qu'il faut qu'il aille de l'autre côté pour réunir, qui peut rentrer à 1h, 2h du matin aussi, parce que c'est de la politique. Hein, Ben, on sait. en fait, La politique, c'est la nuit, ça existe. Je peux le faire parce que mes enfants actuellement ont un certain âge, donc je peux les laisser seuls, mais je suis restée des années à la maison en mettant de côté certaines de mes carrières pour laisser monsieur ou autres à faire leur propre carrière, Ouais. alors qu'à la base, très jeune, j'aurais pu m'investir, mais il a fallu que je reste à la maison, et c'était un choix, et maintenant qu'ils sont grands, je peux maintenant commencer à m'investir, à rentrer tard, à enchaîner des réunions, à aller faire du porte-à-porte, à aller faire des meetings, et ils sont capables de se prendre en charge eux-mêmes. Voilà. Même Mais ceci étant dit, je rejoins encore madame et j'appuie encore pour qu'on entende bien. Une femme épanouie, une femme qui rentre en politique, c'est parce qu'il y a un homme, si elle est bien sûr en couple, soit elle est toute seule ou ses enfants ont grandi donc elles peuvent se permettre, ou parce qu'il y a un homme fort. Comme on dit chez nous en Haïti, comme moi, je suis fort. Je comprends. Je comprends. c'est le bois derrière la banane, le bois derrière la banane madame yo. Mais sinon, non, c'est pas évident. Mais quand même, je voudrais avoir votre avis parce que là, vous venez de parler de femmes en politique et puis, comme je vous ai demandé, il faut que les femmes puissent investir dans la politique, etc. Quand vous regardez aux États-Unis, M. Trump, il a remporté les élections 2 fois, c'est face aux femmes. C'est contre Hillary Clinton et deuxièmement, c'était contre Non, mais là, Kamala. Ah, non, mais quand même pour voir que jusqu'à présent, c'est pas qu'en France ou bien on essaie de voir pourquoi les femmes, s'il y a une femme qui arrive aux élections, pourquoi le plus facilement elle est battue. C'est ça qu'on essaie de comprendre. Parce que vous parlez d'éducation, éducation à tous les niveaux. Parce que est-ce que c'est parce que l'homme il est plus sympathique ou bien l'homme même, le peuple, c'est plus facile de voter pour un homme contre une femme. C'est ça qu'on est en train de Mais poser. ça, c'est le cas des États-Unis. Vous avez plein de pays dans le monde où il y a une femme qui est à la tête du gouvernement ou qui est présidente. En Afrique, ça a commencé avec Jonathan Sirleaf en Sierra Leone. Voilà, je veux dire, vous pouvez pas dire elles sont battues parce que ce sont des femmes. C'est propre à l'histoire américaine. Hillary Clinton a fait une carrière de sénateur. Elle a fait une carrière politique tout à fait admirable. Il s'avère qu'elle a été battue parce que le Parti démocrate, à ce moment-là, bon, elle n'avait pas une très grande estime, mais les démocrates vous diront qu'elle a gagné le vote populaire, elle n'a pas gagné celui des grands électeurs. C'est ça. Mais qu'elle était largement en tête, voilà. Parce que le Parti démocrate d'Hillary Clinton avait laissé tomber les États du Nord, avait laissé tomber, et donc les ouvriers, ils ont voté Trump, ils n'ont pas voté pour la démocrate. Voilà tout, c'est ça la c'est raison. pareil pour Kamala. Alors, Kamala Harris, c'est compliqué parce que Kamala Harris a été gardée, alors on dit que c'est pour le préserver, sous Biden, si vous voulez, elle n'a pas du tout été mise en avant lorsqu'elle était vice-présidente. Il y a eu ce choix qui fait que ça a équilibré, et ensuite, elle serait rentrée trop tard dans la campagne, on n'a pas encore tous les dessous de l'affaire, mais c'est certain que, quand elle a commencé véritablement à exister, parce que en tant que vice-présidente, on ne l'a pas entendue, c'est comme si on l'a cachée. Muette, complètement. Elle était muette, alors que c'est quelqu'un qui est virulent, qui a énormément de caractère. Là, on l'avait vraiment mis sous une cloche. Alors pourquoi les démocrates peut-être qu'ils ne voulaient pas qu'elle soit attaquée, peut-être que voilà. Mais en tout cas, il y a eu une très mauvaise stratégie, il y a eu un très mauvais marketing électoral qui fait que Trump a été réélu. Voilà, Régie, nous allons prendre la deuxième pause. Après, on revient pour la suite de l'émission. Ne bougez pas. Politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot. Tous les jeudis, HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie.
Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes de retour pour la suite et la dernière partie de l'émission Screenshot, 54e sortie, avec deux invités superbes. On est en train toujours dans la lignée du 8 mars, donc droit des femmes, donc sur la télévision H-Live, tout le mois de mars. Donc même la semaine prochaine, c'est encore deux femmes. Donc on va parler d'identité, culture en matière de femmes. Et puis après, il y a deux autres femmes encore. Et restez branchés à la télévision et puis on verra. Mais le thème qu'on est en train de traiter ce soir, c'est quel comportement ou quelle attitude qui pourrait constituer un frein à l'évolution de la femme. Madame Gay, je suis toujours avec vous parce que je sais que vous êtes journaliste, vous travaillez beaucoup dans ce domaine-là, surtout en Afrique, vous êtes spécialiste, expérimenté, donc vous avez une chaîne aussi, vous avez une émission, donc c'est Madame Christine Holzbauer et Gay, donc l'expérience que vous faites en Afrique. Là, nous allons aborder le thème, c'est les femmes, on parle de mutilation génitale des femmes. Donc, parfois, on dit que, bon, je ne sais pas, d'après vous, certaines personnes disent que c'est une tradition, d'autres disent que c'est une coutume. Donc, vous, comment voyez-vous ça? En Afrique, que vous avez sillonné pas mal de pays, donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Alors, d'une part, les mutilations génétiques féminines sont maintenant vraiment font l'objet de beaucoup d'implications des organisations internationales. C'est un combat qui est mené à l'échelle internationale. Beaucoup de pays où c'était pratiqué par certains groupes ethniques chez eux ont émis des législations interdisant, si vous voulez, l'excision en cours. Voilà, elles ne sont pas toujours respectées. Certains pays sont plus virulents dans la poursuite des exciseuses. Ils les mettent en prison, ils leur font payer des amendes. Parfois, voilà, plus ou moins. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, moi, j'ai eu l'occasion de faire un reportage pour La Croix, qui était très en demande de ce genre de human story. J'ai eu l'occasion, à travers une ONG qui s'appelle Tostan, qui travaille beaucoup sur le changement au niveau des communautés, donc à rencontrer des exciseuses. Et on leur posait la question de pourquoi elles faisaient ça. Très souvent, si vous voulez, elles le font pour des raisons pécuniaires. Elles gagnent leur vie avec. Donc elles vont s'arrêter que si vous arrivez à leur trouver des activités génératrices de revenus, comme on dit là-bas, parce qu'elles en ont fait un gagne-pain. Mais ces exciseuses, elles ont des clientes qui payent pour qu'elles fassent ce travail, si vous voulez. Et c'est là où le comportement doit être changé. Pourquoi est-ce que les tantes, les grands-mères parfois volent les petites filles que les parents envoient en vacances? Je pense surtout à la communauté malienne, parce que ça se pratique encore beaucoup. Pourquoi est-ce qu'elles prennent ces petites filles sans prévenir personne et elles vont les faire exciser? Les grands-tantes, les grands-mères, elles ne pensent pas qu'elles font du mal à leurs petites filles. Elles pensent qu'elles les purifient pour pouvoir les marier ensuite, que si elles n'ont pas été excisées, elles n'arriveront pas à trouver des maris. C'est ça qu'on a mis dans leur tête. Et on ne demande pas l'avis du père, et souvent on le fait contre l'avis de la mère, qui elle vit en Occident. Mais oui, mais d'après vous, là-bas, un homme normalement cherche même une femme excisée? Un homme va épouser, alors aujourd'hui on fait des mariages d'amour, mais c'est très récent. Un homme va épouser une femme qui a choisi sa famille. C'est comme ça que ça marche. Alors évidemment ça évolue en Occident, dans les pays du Nord, les mariages d'amour n'existent pas depuis si longtemps que ça, c'était encore les familles qui décidaient avant la Deuxième Guerre mondiale, même en France. Très souvent, vous n'épousiez pas la femme que vous aviez envie d'épouser, c'est votre famille qui décidait. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a recours aux agences matrimoniales, alors je ne sais pas qu'est-ce qui est mieux, mais voilà. Un mariage, c'est pas une affaire personnelle, surtout en Afrique. Un mariage, c'est une affaire de village, c'est une affaire de famille. On n'épouse pas n'importe qui, selon qui on est, selon comment on s'appelle, voilà, comme ça. Caroline? Bon, je ne sais pas, donc est-ce que vous avez entendu parler de femmes excisées, femmes Oui, bien sûr, mutilées? il y a eu beaucoup de reportages sur les femmes excisées. Moi, dans mon enfance ou dans ma fréquentation en tant que jeune femme et autres, j'ai eu des sœurs maliennes, j'ai eu des amies maliennes, je n'ai jamais entendu, en tout cas
c'était peut-être tabou. Je n'ai jamais eu à entendre mes copines parler de cela. C'est lors des reportages que je pouvais voir ce qui se faisait, notamment dans ces pays-là. Et c'est vrai que c'est un choc. C'est quelque chose qui me perturbe, qui m'a perturbée au moment où j'ai découvert ces pratiques-là, aussi violentes, pour ne pas dire barbares. C'est encore une atteinte incroyable du droit de la femme de disposer de son corps, de son intégrité, de son existence même sur Terre, quoi. Oui. Mais Christine, vous qui travaillez beaucoup là-bas, que vous avez entendu, parce que le plus souvent on dit que c'est une pratique qui vient de l'Égypte, vous êtes sûr de ça? Non? Alors, c'est l'affibulation, c'est-à-dire qu'il y a certaines parties d'Afrique, comme la Somalie, etc., où c'est pas simplement couper le clitoris, désolé d'être aussi graphique. Non, on est obligé de parler. Il faut dire les choses, voilà. C'est pas simplement que... couper le clitoris, mais c'est coudre le vagin, et c'est au moment de la nuit de noces que le mari, si vous voulez, découd, avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer sur les grossesses de ces femmes. On s'étonne après pourquoi en Afrique, quand on a de telles pratiques, il y a une telle mortalité maternelle. C'est un des grands objectifs des ODD qui ne seront pas atteints. Vous savez, la mortalité maternelle est énorme. C'est aussi une des raisons, si vous voulez. Dans tous les groupes où on infibule, où on excise les femmes, forcément, il y a des conséquences au moment des naissances. Forcément. Oui, parce qu'on dit que toutes ces femmes-là souffrent beaucoup plus quand elles sont en train d'accoucher par rapport aux autres femmes qui ne sont pas excisées. Vous avez une idée, Caroline, de ça? Non. Non, j'ai pas de. Je peux percevoir en tant que femme ce que ça peut faire et ce que ça peut produire, mais la connaissance, je vous ai dit, dans mon entourage, je n'ai pas de personnes, à part les reportages dont j'entends parler, et en termes, voilà, non, pas vraiment. Mais une femme qui subit un tel préjudice, est-ce qu'elle est toujours femme? Alors, vous connaissez le combat de cette mannequin somalienne qui a été découverte. Il y a eu un film merveilleux qui a été fait. Excusez-moi, son nom m'échappe là actuellement. Mais elle a très bien raconté son histoire. Le film est d'ailleurs très, très émouvant. On voit la scène, si vous voulez, de l'excision quand elle a 5 ans. Et ensuite, toute sa vie, elle a souffert de quelque chose. Il y avait un manque en elle, justement. On avait atteint son intégrité. Les relations avec les hommes ne pouvaient pas durer parce qu'elle n'avait pas de plaisir. Oui, pas de plaisir, c'est ça. Voilà. Et finalement, elle trouve un docteur parce que, merci mon Dieu, on répare. Maintenant, ça s'est réparé, ça? On répare, oui. Okay. En fait, il s'avère que si on tire un nerf, on peut recréer un clitoris. Voilà. Donc, elle était prête. Elle est devenue célèbre. On l'a rendue. Enfin, il y a eu des photos d'elle et elle est devenue célèbre. Donc, elle avait les moyens, si vous voulez, de se payer une telle intervention. Et le jour où elle est à l'hôpital, la scène du film est vraiment vous tord les boyaux. Elle a un infirmier de chez elle qui lui dit dans sa langue que si elle fait ça, elle est en gros la dernière des dernières. Il la traite de tous les noms d'oiseaux en lui disant qu'elle va déshonorer sa famille, et elle fuit de l'hôpital, elle s'enfuit, elle ne le fait pas. Là, c'est un comportement masculin qui n'est pas adéquat, alors qu'il est infirmier. Mais il reste somalien. Il reste dans l'idée que pour épouser une femme, il faut qu'elle ait été purifiée. Purifier, c'est exciser. Et purifier, c'est exciser. Voilà. Bon, je suis tout à fait, réjoui parce que normalement, ça se répare. Ça se répare, mais ça a un coût. Peut-être ça a un coût. Voilà, c'est ça. Et à quel coût? C'est quel coût? Maintenant, ça se répare, c'est quel coût? C'est une autre opération. Waouh. Ce qu'on oublie aussi, c'est... Excusez-moi. C'est toute cette souffrance, en fait, interne, psychique, émotionnelle de la femme, qui en fait n'est plus en fait, on détruit un être. On détruit un être, on détruit une entité de par cet acte barbare. Et moi, excusez-moi. Il faudrait vraiment, je pense qu'il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'organismes qui œuvrent dans ce sens-là pour arrêter ce barbarisme, parce que ça détruit une partie de la junte humaine, en fait, de l'humanité, qui est la femme. C'est là où il faut libérer la parole, si vous voulez, un peu comme MeToo l'a fait par rapport aux violences conjugales. Il faut libérer la parole parce que la sexualité reste très taboue dans beaucoup de cultures. Et en fait, ces femmes, moi j'ai eu des témoignages, je tombais des nues, des témoignages de femmes qui sont excisées et qui me disaient qu'elles ne savaient pas ce que c'était.
parce qu'on n'en avait jamais parlé. On ne parle pas de sexualité. Elles ne savaient même pas qu'on les avait amputées de quelque chose. Elles savaient que ça se passait mal, si vous voulez, dans leur vie sexuelle de couple, mais elles ne savaient pas pourquoi. C'est dur C'est d'en énorme. parler. C'est C'est énorme énorme, d'en oui, parler c'est énorme. d'un tel truc dans une telle émission parce que vous qui regardez cette émission, vous êtes sur H-Live TV et Screenshot, 54e sortie, non. Donc Christine est avec nous, donc, ainsi que Caroline Morisseau, et toujours dans la thématique des droits des femmes. Donc normalement, il y a beaucoup de femmes qui souffrent de cette préjudice, parce que quand on parle d'excision, c'est mutilation des femmes, des appareils génitaux des femmes. Donc vous voyez, parce que moi je dis toujours qu'une femme qui, on peut le dire, oui, une femme qui n'a pas de clitoris, est-ce qu'elle est toujours femme? C'est ça ma question, parce qu'elle n'a plus de sensation, n'a plus de plaisir, dans un sens. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'elle va faire? Et vous savez très bien, vivre en couple, donc vraiment, ça compte beaucoup. Donc si elle ressent rien, en principe, c'est pas toujours aller vers son mari, vers son époux, etc. Bon, quand Christine, vous avez évoqué que un monsieur, donc normalement, pour faire plaisir, ou bien je ne sais pas, pour respecter les membres de sa famille, donc une femme comme ça, elle est purifiée quand on enlève, quand on coupe, mais qu'est-ce qu'on va faire avec moi? Mais c'est ce qu'on lui dit à l'homme. J'avais commencé tout à l'heure à vous raconter l'histoire au Kenya. Au Kenya, pour sensibiliser les hommes et qu'ils s'en mêlent, qu'ils arrêtent de laisser faire leurs tantes, leur grand-mère, on a pris de la pâte à modeler et on leur montre un vagin et on leur fait toucher, si vous voulez, avec la pâte à modeler. Qu'est-ce que ça fait? Comment on transforme ça? Parce que la pâte ne sent rien. Donc... non, mais dans la pâte à modeler, qu'est-ce que ça fait quand on excise la fille? Qu'est-ce qui se passe? On leur montre. Quand ils voient, quand ils touchent, ils se rendent compte eux-mêmes de ce que ça fait, mais ils hurlent. Les témoignages des jeunes hommes qui avaient été... Mais ils disent, mais jamais je vais laisser ma sœur... qu'on leur fasse ça, je vais m'y opposer. Quand ils se rendent compte de ce que c'est, ils sont contre, bien évidemment. Ils font comme vous. Ils disent c'est une mutilation, on les mutile. C'est barbare. Ils disent exactement ce que vous dites, professeur Chéry. Ouais. Mais il faut qu'ils soient sensibilisés, qu'on en parle. Il faut libérer la parole. Voilà, mesdames, c'est poignant. C'est poignant. Donc, quand même, moi, je me mets à la place pour dire que comment vivre cette femme, qu'est-ce qu'elle ressent aujourd'hui, comment elle se sent. Donc, je ne sais pas, dans la région, mais dans les coins du monde qu'on continue à faire ce genre de trucs, je crois qu'il est temps maintenant d'arrêter avec ça, question de coutume ou tradition. Bon, ça, c'est plus. Et plus ça. Donc, moi, je m'associe avec les autres femmes et tout le monde qui n'aimerait pas que ce truc-là continue. Donc, il faut qu'il y ait une pétition, il faut qu'on continue à en parler. Hein. Il faut parler de ce truc-là pour empêcher. Parce qu'une femme, je ne sais pas quoi dire. Franchement, je ne sais pas quoi dire parce que normalement, j'estime que quand même que être une femme, c'est avoir tout son corps. Et s'il y a une maladie, un truc, je comprends, mais volontairement ou bien involontairement, je ne crois pas. C'est un acte qu'on doit continuer à agir là-dedans, donc c'est pas nécessaire. Donc voilà, et mesdames, on est arrivé à la fin de l'émission, mais quand même, je vais vous laisser quand même le temps de conclure avec peut-être que si vous attendez à une question venant de moi, alors j'ai pas posé cette question-là. Donc, Caroline, ce sera quoi? Si vous avez quelque chose à dire et que j'ai pas posé, si vous avez une idée, un conseil, etc., ce serait quoi? Pas de question particulièrement, mais interpeller les communautés, quelles qu'elles soient, à cet espace de parole et d'échange et de communication, de sensibilisation sur ce qu'est une femme, que les femmes, les mères apprennent à leurs fils à les connaître. De la même manière, cet atelier des hommes a été mis en place au Mali pour faire prendre conscience aux hommes. L'école des maris. L'école des maris pour faire prendre conscience de ce que c'est que l'excision. Pas simplement autour de l'excision, mais autour de la femme, ce que c'est que la femme. Monsieur Chéry, est-ce que vous savez que la femme vit 4 phases dans sa vie, dans un mois?
La femme a 4 phases dans le mois. Le Je ne saviez-vous savais ça? pas ça. Je ne savais Vous avez, c'est une toute petite information où la plupart des femmes devraient connaître elles-mêmes, elles ne le savent pas. 4 Et phases beaucoup dans un mois. oui, 4 phases en fonction de son état en tant que femme. Chaque semaine, chaque Chaque phase mois, dure une semaine. chaque mois, Oui, mais comme c'est 4 elle phases. vit 4 phases. Mais chaque semaine, il y a une phase. Donc la raison pour laquelle très souvent on dit mais la femme on ne comprend pas pourquoi. Il y a même une période où on considérait qu'elle était hystérique. Oui. On considérait la femme comme un être incompréhensible. La plupart des hommes disent qu'on ne comprend pas la femme, c'est un être qu'on ne comprendra jamais. Toutes ces paroles qui viennent dans nos sociétés, les hommes viennent de Mars et les femmes de Jupiter ou de la Lune, de Vénus. Et tout ce vocable, toute cette méconnaissance de la femme en elle-même, à savoir que la femme, elle est assujettie à plusieurs variances, plusieurs états, et ces états-là, il faut les connaître, faut accompagner ces femmes-là pour qu'elles puissent elles-mêmes se sentir femmes. Déjà qu'elles sachent elles-mêmes qui elles sont, premièrement que les femmes apprennent à se connaître pour pouvoir permettre aux hommes de les connaître, enseigner à leurs garçons ce que c'est qu'une femme pour que eux-mêmes, lorsqu'ils grandissent, aient cette vision de la femme. Et je pense qu'en commençant par là, le respect, la connaissance de la femme permettra peut-être à effacer certaines inégalités, si ce n'est pas toutes, mais en tout cas une grosse partie des inégalités. L'école des hommes a permis à ces hommes de prendre conscience, à réagir, alors que si ces hommes demeuraient dans la méconnaissance de l'acte en lui-même et de l'effet de cet acte, ils continueront. Merci, Caroline. Merci. Madame Gay. Alors, moi, la question qu'on ne m'avait pas posée, professeur Chéry, vous avez demandé quel était notre modèle de femme. Et on a cité voilà, les héroïnes des révolutions. La question qu'on n'avait pas posée, c'est quel est le modèle d'homme qui se bat pour le droit des femmes. Moi, il s'avère que dans ma carrière de journaliste, j'en ai rencontré plusieurs. Je citerai Mama Ngom. Lorsqu'il dirigeait l'UNFPA, il a quand même réussi il a beaucoup travaillé au Niger, il a quand même réussi à obtenir de tous les leaders religieux et des communautés traditionnelles, donc vous savez, ils sont organisés, ils ont des chaires, enfin, etc., dans leur société, que ces hommes-là acceptent que leurs filles aillent à l'école et que surtout, dans un premier temps, pour qu'elles aillent à l'école, il fallait arrêter de les marier dès qu'elles sont pubères. Donc, à faire reculer, si vous voulez, le mariage précoce. Donc, pour moi, c'est un modèle. Merci, mesdames. Merci. Chères téléspectatrices, téléspectateurs, je crois que vous avez suivi cette émission. Vous avez quand même retenu pas mal de choses. Madame Gay nous a fait l'honneur de déplacer de venir sur son studio pour parler, pour nous raconter ses expériences, surtout en Afrique. Caroline également, qui est enseignante, candidate aussi sur la liste. N'oubliez pas le 15 et 22 mars. Donc, elle vient déjà en conclusion pour nous dire qu'une femme a 4 phases pendant un mois. Je crois que peut-être ma chérie est en train de suivre l'émission. Peut-être tu as 4 phases aussi. Donc le plus souvent, je ne te comprends pas. Donc peut-être c'est ça, parce que tu changes de temps. Chaque semaine, tu changes. Je ne savais pas si c'est les phases qui changent. Au moins, j'apprends quelque chose moi-même à l'émission. Merci encore. Merci, Caroline. Donc voilà, toujours dans la lignée du 8 mars. Donc la télévision H-Live se fait le devoir d'inviter des femmes pendant le mois de mars. Jeudi prochain, même il y aura 2 autres femmes. On va parler, le thème qu'on va traiter, c'est femmes au pluriel, puis culture et identité. Donc, je vous demande quand même de rester toujours branché l'émission ou bien la télévision H-Live pour une autre émission qui arrive bientôt. Merci à Madame Gay. Merci ensuite à Caroline Morisseau. Donc, merci beaucoup. Merci pour le déplacement. Merci. Et puis, une autre émission, ce sera bientôt. Merci. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot. Tous les jeudis, H-Live TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie.